Saviez-vous que ce dessert doux, coloré et délicat que nous appelons gélatine trouve son origine dans les os et les peaux d'animaux? Même si cela peut sembler surprenant, derrière chaque cuillerée de gélatine se cache un processus industriel complexe qui transforme des restes animaux en l'un des ingrédients les plus polyvalents de l'univers alimentaire. Aujourd'hui, dans ce voyage fascinant, vous allez découvrir comment la gélatine est fabriquée de A à Z, avec une précision presque chirurgicale, une technologie de pointe et une histoire que peu connaissent. La gélatine a en effet un passé ancien et fonctionnel. Dans l'Égypte antique, on faisait déjà bouillir des os pendant de longues heures pour obtenir un bouillon gélatineux utilisé à la fois dans l'alimentation et dans certains traitements. Toutefois, ce n'est qu'en 1845 que l'inventeur Peter Cooper a breveté la gélatine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Un ingrédient sec, simple à préparer et à conserver, qui a révolutionné la cuisine moderne. Des décennies plus tard, pendant les guerres mondiales, sa valeur a atteint son apogée. Compacte, légère, riche en protéines et parfaite pour nourrir les soldats sur le front. De nos jours, la gélatine incarne l'évolution de cette idée ancestrale. La gélatine n'est plus seulement un dessert pour enfants. On la retrouve dans les gélules médicales, les compléments alimentaires pour sportifs, les cosmétiques ou encore comme outil clé dans l'industrie de la viande. Mais pour comprendre tout cela, il faut d'abord connaître ses propriétés. Le collagène, une protéine présente en grande quantité dans la peau, les os et les tissus conjonctifs des bovins et des porcs, est la base de la gélatine. Sa capacité à former un gel lorsqu'il refroidit en fait un ingrédient unique et hautement fonctionnel. La gélatine n'a ni couleur, ni goût, ni odeur, mais sa véritable magie apparaît au contact de l'eau chaude. Elle se dissout complètement, puis en refroidissant, elle se transforme en une substance ferme, élastique et légèrement brillante. Cette texture la rend indispensable dans des milliers de produits, des desserts classiques aux bonbons gélifiés, en passant par les guimauves, les yaourts et bien d'autres. En dehors du domaine culinaire, la gélatine occupe une place majeure dans l'industrie pharmaceutique. Elle sert à fabriquer des gélules molles et dures qui protègent les principes actifs des médicaments tout en se dissolvant facilement dans l'organisme. Elle est également essentielle dans les compléments alimentaires, notamment ceux enrichis en collagène hydrolysé, très prisés par les sportifs et par ceux qui cherchent à améliorer la santé de leur peau et de leurs articulations. Dans le secteur cosmétique, on la retrouve dans des crèmes, des gels, des masques et même des shampoings. Son pouvoir à améliorer l'élasticité de la peau et à renforcer les cheveux et les ongles en fait un ingrédient de grande valeur. Mais la gélatine est aussi employée dans l'industrie carnée, la photographie traditionnelle et même dans la fabrication de colles spécialisées. Dans le sport, de nombreux athlètes en consomment régulièrement comme complément de leur alimentation. Connaissiez-vous tous ces aspects de la gélatine? Préférez-vous la consommer comme dessert ou comme complément? La production industrielle de gélatine commence par la collecte de matières premières riches en collagène. Celles-ci proviennent principalement de l'industrie de la viande, os, peau et tissus conjonctifs de porc et de bovins. Bien qu'elles ne soient pas destinées à la consommation directe, leur valeur nutritionnelle et fonctionnelle est immense. Une fois collectées, elles sont transportées dans des camions réfrigérés vers des usines spécialisées. Le froid est crucial pour éviter la décomposition et préserver l'intégrité du collagène. À l'arrivée, tout est soumis à une inspection et à un nettoyage rigoureux. Les restes de viande, de graisse et autres impuretés sont éliminés grâce à des jets d'eau puissants et des solutions adaptées. Cette étape est déterminante. La pureté du collagène dépend d'un nettoyage irréprochable. Ensuite, les peaux sont découpées en fines bandes et les os broyés jusqu'à atteindre de petits fragments d'environ 2 cm. Cela maximise l'exposition du collagène et facilite son extraction. Les matières sont ensuite plongées dans de grands réservoirs d'eau chaude à 70 degrés Celsius. Cette température est idéale, assez élevée pour rompre les fibres et libérer le collagène, mais sans altérer sa structure moléculaire. Pour améliorer sa solubilité, on ajoute des agents acidifiants comme le vinaigre. Ces substances modifient légèrement la structure protéique, rendant le collagène plus facile à extraire et optimisant les étapes suivantes du processus. Ce procédé, qui semble simple, est en réalité une véritable chorégraphie de chimie, de température et de temps, transformant des restes animaux en une base précieuse pour la gélatine. Vient alors l'étape cruciale, l'extraction du collagène. Les os et peaux préparés sont longuement cuits dans d'énormes cuves fermées. Cette cuisson lente permet aux fibres de se dissoudre progressivement, donnant un liquide épais et riche en protéines, semblable à un bouillon concentré. La précision est essentielle. Si la température est trop élevée,
la structure du collagène est endommagée et la qualité de la gélatine compromise. Trop basse, l'extraction reste incomplète. Chaque paramètre est donc strictement contrôlé: chaleur, durée, acidité. Le liquide obtenu, bien que visqueux, contient encore des impuretés et des résidus indésirables. Il doit passer par une filtration très fine. Dans les usines les plus modernes, des microfiltres en céramique sont utilisés. Ils retiennent même les particules les plus infimes, sous haute pression, ne laissant passer qu'un liquide translucide et pur, prêt à être concentré. Cette étape garantit la clarté, la texture et le goût de la gélatine finale. Chaque goutte a été raffinée avec une précision industrielle, fruit de décennies de recherche et d'expertise. Une fois le collagène purifié, vient l'étape de la concentration. La solution passe dans de vastes réservoirs d'évaporation où l'eau excédentaire est soigneusement éliminée. Peu à peu, le volume diminue jusqu'à obtenir une consistance épaisse et dense, semblable au miel. Ce concentré contient l'essentiel: protéines, acides aminés et structures collagéniques nécessaires à la gélatine, mais il n'est pas encore utilisable. Pour garantir sa sécurité, il subit un chauffage rapide qui détruit les micro-organismes restants sans altérer ses propriétés. Puis le mélange est refroidi progressivement dans des conditions contrôlées. Les molécules de collagène s'ordonnent alors, formant une masse semi-solide, élastique et brillante, la gélatine brute. Ce bloc est ensuite pressé à travers des disques perforés, donnant naissance à de fins filaments. Ces derniers tombent sur des tapis roulants où ils sont séchés à l'air chaud stérile, jusqu'à élimination complète de l'humidité. La gélatine sèche est ensuite broyée en une poudre fine et homogène. C'est cette poudre qui constitue la base de la gélatine que nous connaissons. Mais avant d'arriver dans nos cuisines, il reste à lui donner saveur, couleur et caractère. À ce stade commence l'une des étapes les plus créatives, le mélange des ingrédients. Du sucre est ajouté en premier. Il n'apporte pas seulement la douceur, mais améliore aussi la texture finale et aide à prolonger la conservation. Des régulateurs de pH comme l'acide citrique sont ensuite incorporés pour équilibrer l'acidité et offrir un goût agréable et constant. Puis viennent les arômes: fraises, citron, ananas, orange, intégrés avec soin pour garantir une expérience fidèle et savoureuse à chaque préparation. C'est à ce moment que la gélatine prend sa personnalité. Des colorants, naturels, comme la betterave, le curcuma ou la carotte, ou artificiels, sont ensuite ajoutés. Ces teintes vives ne servent pas qu'à embellir. Elles renforcent l'expérience sensorielle du consommateur. Pour terminer, on incorpore des stabilisants et des anti-agglomérants qui évitent que la poudre ne s'agglutine et assurent une dissolution rapide lors de la préparation à domicile. Le résultat: une poudre parfaitement équilibrée, prête à être conditionnée. L'emballage est l'étape finale, mais essentielle. La gélatine en poudre est d'abord stockée dans de grands conteneurs pouvant contenir jusqu'à 1 tonne. Elle passe ensuite par des systèmes automatisés de dosage qui la répartissent en portions précises destinées aussi bien à la consommation domestique qu'à l'usage industriel. Les petits formats de 10 à 15 grammes, que l'on retrouve en supermarché, sont conçus pour préparer un demi-litre de gélatine. Des versions familiales de 100 grammes ou plus existent aussi, ainsi que des conditionnements industriels de plusieurs kilos pour les confiseries, glaciers ou boulangeries. Chaque sachet ou boîte est scellé hermétiquement et étiqueté automatiquement avec toutes les informations nécessaires: parfum, date de péremption, lot de production, valeur nutritionnelle. Ces emballages sont pensés pour être attractifs et fonctionnels, protégeant la poudre de l'humidité, de la chaleur et d'autres facteurs extérieurs. Enfin, les produits finis sont regroupés en carton, placés sur palettes et expédiés vers les centres de distribution. De là, ils rejoignent supermarchés, commerces de proximité et pâtisseries du monde entier. Mais avant de conclure, il faut rappeler un point essentiel: les bienfaits de la gélatine. Elle n'est pas seulement gourmande, elle est aussi bénéfique. Sa polyvalence lui permet de se retrouver dans des produits très variés, des desserts et bonbons aux gélules pharmaceutiques et compléments alimentaires. Sa propriété la plus précieuse est sa capacité gélifiante. Dissoute dans l'eau chaude puis refroidie, elle donne une texture semi-solide et élastique qui permet de créer flan, mousse ou guimauve. En plus, elle agit comme stabilisant, épaississant et liant dans l'industrie agroalimentaire. D'un point de vue nutritionnel, elle est une source de collagène, protéine clé pour la santé de la peau, des cheveux, des ongles et des articulations. Elle contient des acides aminés comme la glycine et la proline, qui favorisent la régénération cellulaire, la souplesse des tissus et le bon fonctionnement digestif. Sans graisse ni cholestérol, très faible en calories, elle est idéale dans les régimes équilibrés.
Elle est souvent intégrée dans les plans alimentaires de ceux qui cherchent à améliorer naturellement la mobilité de leurs articulations ou à renforcer leurs cheveux et leurs ongles. Dans le monde du sport, elle est utilisée comme complément pour soutenir la récupération musculaire et préserver l'élasticité des tendons et ligaments. Et en pharmacie, elle permet de concevoir des gélules plus faciles à avaler et à digérer. Mais ne partez pas encore, ce n'est pas tout. La suite de cette vidéo sera tout aussi passionnante. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. À première vue, cela ressemble à un simple condiment, mais le sel rose de l'Himalaya est bien plus que cela. Sa teinte rosée fascine, son prix surprend, et sa présence dans les spas, les cuisines gastronomiques et les boutiques de bien-être l'a transformé en un symbole mondial de luxe et de pureté. Ce qui est étonnant, c'est que, chimiquement, il est identique à 98% au sel de table classique. Alors, pourquoi peut-il coûter jusqu'à 30 fois plus cher? Qu'a-t-il de si particulier? Certains affirment qu'il possède des vertus curatives, d'autres dénoncent une supercherie marketing. Mais ce que personne ne peut nier, c'est que son origine est absolument fascinante. Ce sel s'est formé il y a plus de 250 millions d'années, prisonnier sous terre depuis l'ère des dinosaures. Aujourd'hui, des centaines de milliers de tonnes de ce minéral ancestral sont extraites chaque année d'une mine située au Pakistan, travaillées avec une précision presque chirurgicale, puis transformées en cristaux étincelants destinés à illuminer des étagères partout dans le monde. Mais comment se déroule vraiment ce voyage? Qu'y a-t-il derrière cette lueur rosée qui nous intrigue tant? Restez avec nous, car nous allons découvrir le long et surprenant parcours du sel le plus célèbre de la planète. L'histoire du sel rose de l'Himalaya ne commence pas dans une cuisine luxueuse ni dans une boutique de produits bio. Elle débute il y a plus de 250 millions d'années, lorsque d'immenses océans primordiaux recouvraient ce qui est aujourd'hui l'Asie du Sud. Peu à peu, ces mers se sont évaporées, laissant derrière elles d'énormes couches de sel, ensuite enfouies par les mouvements tectoniques et la pression géologique. C'est ainsi qu'ont vu le jour les gisements de sel les plus anciens et les plus purs du monde. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce sel n'est pas directement extrait de l'Himalaya, mais de la mine de Keoura, au Pakistan, située à plus de 300 km de la chaîne de montagnes. Là-bas, dans un labyrinthe souterrain de plus de 40 km de galeries, repose l'un des gisements les plus impressionnants de la planète. On estime qu'il contient près de 6,7 milliards de tonnes de sel. Sa découverte, elle, tient presque de la légende. On raconte qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, les chevaux de l'armée d'Alexandre le Grand auraient léché des roches rosées de la région, révélant ainsi ce trésor enfoui. Cet épisode marqua le début d'une relation millénaire entre l'être humain et ce sel. Pendant des siècles, les populations locales l'ont extrait à petite échelle, l'utilisant comme conservateur, comme monnaie ou encore comme remède traditionnel. Mais ce n'est que récemment, avec l'essor du commerce mondial et des tendances liées au bien-être, que le sel rose est devenu un phénomène culturel et commercial. Sa couleur caractéristique vient de faibles concentrations d'oxyde de fer et de plus de 80 minéraux traces comme le calcium, le magnésium ou le potassium, bien qu'il ne représente qu'environ 2% de sa composition totale. Ce sont eux qui lui donnent sa teinte unique et sa réputation de sel santé. Pourtant, au-delà de ses propriétés chimiques, ce qui fait vraiment sa valeur, c'est son histoire. Fossile d'un océan disparu, comprimé durant des millions d'années, préservé intact sous des tonnes de roches, il est aujourd'hui extrait à la main dans l'un des environnements les plus extrêmes du globe. Ce n'est pas seulement du sel, c'est de la géologie vivante, un vestige du passé qui orne aujourd'hui nos tables de son éclat mystérieux. Dans le paysage aride du nord du Pakistan, au pied des collines du Pendchab, se cache une merveille souterraine, la mine de sel de Keoura. C'est la deuxième plus grande au monde et elle fonctionne presque sans interruption depuis sa découverte, il y a plus de 2000 ans. Vue de l'extérieur, elle ressemble à un simple complexe industriel. Mais en franchissant son entrée, on pénètre dans un vaste labyrinthe de tunnels rosés, de chambres d'extraction et de galeries s'étendant sur plus de 40 km sous la surface. Chaque jour, environ 500 mineurs descendent jusqu'à 300 mètres de profondeur pour extraire des blocs de sel qui reposent là depuis bien avant la formation des continents tels que nous les connaissons. Contrairement à d'autres industries minières, ici, la vitesse et le volume ne priment pas sur tout. Le procédé est méticuleux. On commence par percer à la main, ou à l'aide de machines lourdes, de petites cavités dans les parois de sel massif. Ensuite, on place des charges explosives avec une précision chirurgicale.
La détonation doit libérer les blocs sans altérer leur structure cristalline. Le processus ressemble plus à une opération médicale qu'à une exploitation industrielle. Chaque explosion dégage d'énormes blocs pesant entre 50 et 200 kg, transportés ensuite manuellement ou sur de petits wagonnets jusqu'à la surface. Les morceaux les plus purs et translucides sont réservés à l'usage gastronomique ou décoratif, tandis que ceux présentant des impuretés servent à des usages industriels. Les conditions de travail sont rudes. La température avoisine les 30 degrés Celsius, l'humidité est écrasante, l'air est lourd, et chaque geste demande une énergie considérable. Les mineurs enchaînent des heures de travail sans voir la lumière du jour, armés de marteaux, de perceuses et d'une endurance impressionnante. Pourtant, la mine est bien vivante. Certaines de ces galeries les plus anciennes se sont transformées en attractions touristiques, abritant des structures sculptées dans le sel, des mosquées, des statues et même un petit train traversant une partie des tunnels. Et malgré une extraction annuelle de près de 400 000 tonnes, à peine 1% du gisement a été exploité. Ce trésor pourrait durer encore plusieurs siècles. Maintenant que nous avons vu comment ce sel millénaire est extrait, intéressons-nous à la prochaine étape, sa transformation en produit de luxe. Une fois les blocs de sel remontés des entrailles de la mine, commence un processus totalement différent, le passage de la matière brute à un produit raffiné. Mais avant de briller dans les rayons des boutiques ou sur les assiettes des restaurants, chaque fragment de sel rose subit un contrôle rigoureux. Tout débute dans les aires de stockage en plein air, où les blocs sont déposés en immenses tas. Là, une première inspection visuelle permet de séparer les morceaux les plus clairs et les plus transparents, destinés à la consommation, des blocs plus sombres ou imparfaits, réservés à un usage industriel ou décoratif. Ensuite, les blocs choisis sont acheminés vers les usines de transformation. Contrairement à d'autres sels raffinés chimiquement, le sel rose bénéficie d'un traitement plus naturel. Il est d'abord lavé à l'eau sous pression, afin d'éliminer poussière, éclats et résidus d'extraction. Ce lavage est minutieusement contrôlé pour éviter que l'eau ne dissolve les cristaux. Puis, il passe par des tamis vibrants qui filtrent les impuretés restantes et trient le sel selon la taille des morceaux. C'est à ce moment que commence sa métamorphose esthétique. Les plus gros blocs sont broyés en fragments plus petits, puis réduits en grains fins, moyens ou gros, selon leur destination. Ici, la technologie joue un rôle clé. Des scanners optiques analysent chaque lot pour vérifier la pureté visuelle et la régularité de la couleur. Seuls les cristaux répondant aux critères les plus stricts sont ensuite séchés et conditionnés. Mais le sel rose ne finit pas toujours dans nos assiettes. Une part importante est taillée à la main en blocs, assiettes, bols ou lampes. Ces créations passent par des ateliers spécialisés, où des scies à lame renforcées découpent la matière, refroidie en continu par de l'eau pour éviter toute surchauffe. Les artisans polissent ensuite chaque pièce pour révéler ses veines internes et sublimer sa couleur, transformant un simple minéral en objet esthétique. D'autres usines produisent des sels de bain, des exfoliants ou des pierres de massage, profitant de l'image de bien-être associée à ce produit. Même si la science reste prudente sur ses réels bénéfices pour le corps, sa valeur symbolique et visuelle est indéniable. Qu'il s'agisse de grains sublimant un plat ou de lampes éclairant un spa, le sel rose a accompli un exploit. Passé du statut de fossile marin préhistorique à celui d'icône contemporaine du luxe naturel. Aujourd'hui, le sel rose de l'Himalaya est bien plus qu'un simple assaisonnement. C'est une véritable marque, un produit qui, grâce au marketing, s'est entouré d'une aura quasi magique. On lui attribue des vertus variées. Améliorer la circulation, réduire le stress, purifier l'air, équilibrer le pH du corps, voire protéger contre les radiations électromagnétiques. Mais qu'en dit réellement la science? D'un point de vue chimique, ce sel reste du chlorure de sodium, comme tout autre. 98% de sa composition est identique à celle du sel de table. Les 2% restants correspondent à des traces de minéraux comme le fer, le calcium ou le magnésium, responsables de sa couleur et de son goût distinctif. Cependant, ces quantités sont si faibles qu'elles n'apportent aucun avantage nutritionnel notable. Malgré tout, le récit qui l'entoure a suffi à le transformer en symbole aspirant au bien-être et au naturel. Il ne se vend pas seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Pureté, ancienneté, mysticisme. Et dans un monde obsédé par l'authenticité et le naturel, cela a une valeur inestimable. Au Pakistan, 1 kilo peut coûter moins d'$1. Mais une fois emballé, transformé et exporté, il peut se vendre 10, 20, voire 30 fois plus cher dans les boutiques occidentales. Quant aux produits dérivés, lampes, salières artisanales ou accessoires de bien-être, ils atteignent parfois des prix encore plus élevés, surtout lorsqu'ils s'accompagnent de notions comme l'énergie, la détente ou la purification. En résumé,
La véritable force de ce sel ne réside pas seulement dans son goût. Elle réside dans son histoire, son esthétique et le récit marketing qui l'entoure. C'est l'exemple parfait d'un minéral préhistorique devenu, grâce à une narration captivante, l'un des sels les plus convoités de la planète.